Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Coactis Santé consacré à l'habituation aux soins et à comment réaliser un programme d'habituation aux soins face à un patient en situation de handicap ou d'anxiété extrême. Merci à tous pour votre intérêt. Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment d'échange et je vous remercie d'avoir partagé de l'information déjà. Donc merci à nos partenaires, merci à vous d'avoir fait le geste de vous inscrire. J'ai le plaisir de vous dire que nous avons eu plus de 1200 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc merci encore à tous et j'insiste sur ces remerciements parce que nous avons lancé ce cycle de webinaires en début d'année et donc maintenant il y a une sorte de réflexe Coactis Santé pour les webinaires que nous vous proposons et qui sont un lieu de partage et d'échange pour les professionnels de santé mais qui sont accessibles et ouverts à tous. Quelques informations purement pratico-pratiques pour commencer ce webinaire. Nous sommes ensemble pour une durée d'1 heure. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay dans quelques jours. Et vous pouvez poser vos questions par écrit tout au long de ce webinaire. C'est Anne-Charlotte et Odile, les co-délégués de l'association, qui vous répondront et qui remonteront les questions importantes à nos intervenantes en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos questionnements ou de vos expériences par écrit. Merci par avance à l'équipe technique, merci à l'équipe de la vélotypie et merci à la langue de signes qui sont là tout au long de notre webinaire. Surtout, merci à nos deux intervenantes et à notre intervenante principale que je vous présente, le docteur Claire Masson, qui est médecin somaticien, praticien hospitalier en médecine au Centre Ressources Autisme de Bordeaux. Merci à elle. Elle vous fera un exposé assez long et très pédagogique sur l'habituation aux soins. Elle est également référent du parcours TSA au sein d'un établissement sanitaire et médico-social adulte à la Fondation John Bost. Nous aurons aussi la participation de Madame Aude Pinard-Legris, que je remercie, qui est infirmière à l'Institut Jérôme Lejeune et qui nous fera part de son témoignage, de sa pratique au quotidien et qui posera des questions à notre principale intervenante. J'aimerais commencer par une courte définition de ce que est l'habituation aux soins et surtout vous présenter rapidement notre association Coactis Santé qui agit pour l'accès à la santé des personnes en situation de handicap depuis 2010 maintenant. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais donc vous parler, vous donner une définition de l'habituation aux soins qui est un temps totalement distinct du soin qui va être réalisé, qui est une méthode en fait qui consiste à proposer à la personne de manière progressive et régulière l'apprentissage des séquences d'un soin en fonction de ses capacités ou de ses limitations. C'est une méthode qui consiste à être sans douleur, sans contention et surtout en respectant l'intimité du patient. L'objectif est de pouvoir réaliser un soin sans opposition de la personne pour éviter les ruptures de parcours de soins et c'est donc un enjeu de santé publique. Cette définition provient de notre fiche conseil HandiConnect que vous pouvez retrouver sur le site d'HandiConnect, qui est une des solutions proposées par Coactis Santé. Donc, c'est une solution gratuite, pratico-pratique, qui propose des fiches conseils, de la formation ou un accès à l'expertise. Et surtout, nous aimerions mettre l'accent sur cette fiche conseil sur l'habituation aux soins que vous pouvez consulter sur notre site internet ou télécharger ces 3 pages et qui vous explique vraiment étape par étape aussi comment on réalise une séance d'habituation aux soins. Vous pouvez également trouver sur le site HandiConnect un modèle de séquençage que là, je vous montre pour l'utilisation du Méopa, mais que vous pouvez adapter. C'est un outil pratique que vous pouvez télécharger dès aujourd'hui et qui vous permettra de réaliser une séance d'habituation aux soins plus facilement. Vous avez également sur le site une vidéo du docteur Perrine Ernoux qui parle de l'habituation aux soins, qui dure 4 minutes et que vous pouvez retrouver sur le site HandiConnect. Notre deuxième solution chez Coactis Santé, c'est Santé BD. Santé BD, ce sont des bandes dessinées qui permettent d'expliquer la santé, expliquer un soin facilement. Et de manière générale, toutes les santé BD peuvent vous être utiles pour faire une séance d'habituation aux soins. Voilà, donc là, je vous ai préparé quelques bandes dessinées que vous pouvez voir, mais toutes les bandes dessinées en général peuvent être utiles sur les consultations, sur les examens, pour faciliter la communication avec le
patient et pour expliquer étape par étape grâce aux dessins, aux illustrations qui sont très faciles d'accès et facilement compréhensibles. Dans la même veine, vous avez évidemment la banque d'images de Santé BD pour créer vos propres outils de communication. Donc parfois, une seule image peut suffire. Et nous proposons sur notre site plus de 20 000 images pour tous, de manière gratuite. Merci à tous nos partenaires sans qui nous n'aurions pas pu vous proposer ces outils sur l'habituation aux soins que vous voyez là à l'écran. Merci à eux. Et pour démarrer donc ce webinaire, avant de donner la parole au docteur Claire Masson, j'aimerais vous proposer une courte vidéo de 3 minutes, un extrait d'une vidéo qui nous a été proposée par l'association gestionnaire l'OHS de Lorraine, l'Office d'hygiène sociale de Lorraine, que nous remercions. Merci à eux pour cette vidéo qui montre en fait concrètement les séances d'habituation aux soins dans ce centre de santé avec 3 patients différents en situation de handicap. Je vous laisse regarder cette vidéo avant de donner la parole au docteur Claire Masson. Merci. L'habituation aux soins est réalisée de façon hebdomadaire. Son objectif est d'habituer les jeunes souffrant de TSA, troubles du spectre autistique ou ayant peur des soins, à être examinés. Voici Maëva présentant des TSA. Super. On regarde encore? Patience, douceur et calme sont indispensables. Voilà, fini. Encore un petit peu, Maëva. Voilà. Nous pouvons utiliser des jouets, Qu'est-ce que c'est ça, Maëva? Tétocop. Ouais. Et qu'est-ce qu'on écoute? On écoute. Tu écoutes, toi? Quand. Tu mets? Vas-y, écoute. laisser l'enfant découvrir le matériel médical. Très bien. Et j'écoute dessous? Je soulève le t-shirt? Il faut éviter d'être intrusif, expliquer le soin, rassurer et encourager le jeune. Très bien. C'est fini. Voici Ella qui a intégré le programme d'habituation aux soins depuis 2 ans. À moi? À moi. Tout doucement. Il y a 1 an, Ella poussait des cris dès qu'elle voyait le Très thermomètre. bien, là. Super. En fonction du jeune et de l'état d'avancement du programme d'habituation aux soins, on réalise 1 ou plusieurs actes de soins. On va serrer le brassard, là? Mais il convient de toujours terminer la séance par un soin acquis par le jeune. Et on dessert. Très bien. Super. Autour d'Enora, Je regarde devant. jumelle de Maëva. Puis on regarde le ventre. Et Nora? Mes mains, elles vont Ah, pas c'est de froid. Ouais. D'accord. Je pose tout doucement. Tout doucement. C'est gelé. Oh là là. C'est gelé. Je chauffe les mains? C'est gelé glacé. Et je les- On attend que le jeune exprime son adhésion aux soins. C'est bon comme ça? C'est chaud. C'est chaud? Qu'est-ce Ouais. que ça? C'est une compresse. Afin de pouvoir réaliser des pansements, nous habituons l'enfant au contact d'une compresse sèche puis humide. Ouais. L'autre côté aussi, là? Ouais. C'est tout doux? Visiblement, Enora est déjà habituée aux caméras. Action. Et sur l'autre main? Je vais toucher les oreilles? Ouais. C'est à Joris. Il semble se plaindre régulièrement d'avoir mal aux oreilles. Impossible pour notre médecin de l'examiner. Joris a donc intégré le programme d'habituation aux soins depuis 1 an. Nous arrivons désormais à lui toucher les oreilles. Joris est sensible aux caresses, aussi nous utilisons ce mode d'approche. Oh. C'est froid? L'ultime étape consiste à lui prendre une température auriculaire. Ouais. Encore? Même si Joris esquive encore, regardez comme il semble en confiance avec Marie-Lorraine. On met dans l'oreille? Oui, ça chatouille. Une dernière fois et après on arrête. D'accord? Une dernière fois. Oui. Merci beaucoup. Merci encore à l'OHS de Lorraine pour cette vidéo très explicative. Merci à tous les participants de cette vidéo.
Et sans plus attendre, je donne la parole au docteur Claire Masson. Bonjour à tous. On va pouvoir passer un petit temps ensemble pour détailler l'habituation aux soins. Et on va commencer. euh, voilà. On va commencer déjà par revenir un petit peu sur les enjeux de santé justement l'importance de l'habituation aux soins. Parce qu'en fait, l'habituation aux soins va s'adresser à une population qui en fait a un sous-diagnostic des pathologies somatiques qui sont présentes, et ce pour plusieurs causes. Il y a à la fois des causes qui sont liées à la personne, parce que la personne en situation de handicap peut avoir une difficulté à ressentir, à analyser ou à transmettre euh, la douleur qu'elle ressent. Elle peut aussi être anxieuse ou ne pas comprendre les soins et du coup être réticente à participer aux soins. Et puis parfois, il peut y avoir aussi des expériences avec les soins qui se sont passées par le passé, qui ont été difficiles ou qui ont pu être traumatisantes pour la personne, et du coup, elle ne veut plus se confronter à ces situations de soins. Il peut y avoir aussi également des causes qui sont plutôt liées à l'entourage, pour les proches, pour les familles, qui peuvent avoir un certain épuisement, voilà, pour aller prendre rendez-vous, pour aller effectuer les soins, parce que parfois c'est un peu un parcours du combattant, il y a pas mal d'obstacles, que ça soit par rapport à l'accessibilité physique, que ça soit pour la prise de rendez-vous, pour l'accompagnement au rendez-vous, au regard des autres, que ce soit les autres patients dans la salle d'attente ou des professionnels de santé qui sont pas forcément formés à différents types de handicap. Et puis là aussi, si leur proche a vécu des expériences qui se sont mal passées, ou il y a eu pour le soin de la contention, où la personne a pu se mettre à pleurer, etc. Et ben parfois c'est difficile après de nouveau se confronter aux soins, parce que c'est difficile à vivre pour les proches également. Et puis enfin, il y a aussi des causes qui sont liées aux professionnels de santé, qui, en fait, de façon générale, ont peu de connaissances sur le handicap. Il y a peu de formation pour les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, enfin tous les professionnels de santé ont peu de formation sur le handicap, et donc ne connaissent pas tous les types de handicap, et pas forcément non plus les approches spécifiques pour les différents handicaps. Par ailleurs, ils ont souvent aussi un manque de temps. Ce type de consultation avec ce public-là nécessite souvent une consultation qui est plus longue, qui nécessite d'avoir des informations en amont, savoir un petit peu comment faire, comment communiquer. Et malheureusement, en fait, ce temps qui va être nécessaire en plus à la consultation n'est pas forcément disponible pour les professionnels de santé, sachant qu'un peu partout, on manque de professionnels de santé. Et puis, pour beaucoup de professionnels de santé, ils expriment une peur de mal faire. Ils savent pas forcément comment s'y prendre. On leur a pas appris, ils ont pas l'habitude, et donc voilà, par peur de mal faire, et ben ils osent pas faire, et du coup ça peut être également un frein pour les consultations des personnes en situation de handicap. Donc, comment faire pour essayer d'améliorer les choses? Et ben en fait, il va y avoir deux approches qu'on va pouvoir envisager. D'une part, il va y avoir la préparation aux soins. Donc ça va plutôt s'adresser aux personnes en situation de handicap, mais ceux qui ont les meilleures capacités de compréhension. Ça veut dire ceux qui vont être en capacité, avec des explications, de comprendre in fine le soin qui va s'adresser à eux, et qui finalement en fait ont plus un problème qui ne comprennent pas à l'avance le soin, ou qui ont une anxiété par rapport à ce soin. Et donc, on va utiliser des outils qui vont donner de la prévisibilité sur le soin à venir. Et cette prévisibilité, le fait de savoir ce qui va se passer, ça va limiter l'angoisse de la personne. Et donc, ces outils qui vont permettre de décrire le soin, on peut les voir sous différentes formes. Donc, ça peut être sous forme de texte, donc comme on peut retrouver sur Santé BD. Ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être sous forme de photos, de dessins, de pictogrammes. Enfin, il y a plusieurs choses qui existent. Et donc, on le verra à la fin, on va vous présenter les différentes ressources existantes, qui permettront justement de permettre de comprendre le soin.
Euh, pour les autres, pour les personnes en situation de handicap, mais qui auraient des moindres capacités de compréhension, et ben là, on va plutôt vraiment utiliser l'habituation aux soins. Et donc l'habituation aux soins, ce n'est pas seulement expliquer le soin, c'est vraiment expérimenter les différentes étapes du soin. Donc ça va s'adresser donc à ceux qui ont des plus petits niveaux de compréhension. Ça s'adresse aussi aux gens qui ont des véritables phobies du soin. C'est-à-dire c'est pas juste une anxiété par rapport aux soins, c'est vraiment une peur intense, par exemple pour l'aiguille, pour la prise de sang. Enfin voilà. Donc ça va bien fonctionner. Et l'habituation aux soins, elle est particulièrement indiquée pour les personnes porteuses de troubles du spectre de l'autisme, parce que ça va permettre de s'ajuster à la fois aux particularités sensorielles des personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Ça va aussi répondre à la question de la rigidité par rapport à tout ce qui est nouveau. Et le fait de proposer de façon régulière, et ben, finalement, ça sera plus si nouveau que ça. Donc, ça va contrer la rigidité par rapport à la nouveauté. Et puis, ça va permettre aussi de répondre aux difficultés de compréhension et de communication. Donc, ça va plutôt bien fonctionner. Donc, l'habituation aux soins, c'est une technique qui est inspirée des techniques cognitivo-comportementales, qui est une approche psychologique qui est utilisée initialement plutôt dans les phobies, mais qui fonctionne bien aussi donc pour cette approche du soin. Et donc, le principe, ça va être de faire une exposition progressive à la fois aux lieux de soins, aux objets qui vont servir aux soins et aux personnes, donc aux professionnels qui vont réaliser le soin et qui vont faire certaines démarches. Donc, comme là, vous voyez sur les petites vignettes de bande dessinée, c'est à peu près la même approche, si on peut voir, avec l'épouvantail. C'est-à-dire qu'au début, les oiseaux qui sont dans le champ, ils sont présents dans le champ. On va mettre l'épouvantail qui va initialement leur faire peur. Et donc, les oiseaux vont partir. Mais petit à petit, en fait, les oiseaux vont se rapprocher de l'épouvantail. On se rend compte qu'il ne se passe rien et que l'épouvantail ne peut rien leur faire et que ça va bien se passer. Et donc, petit à petit, en fait, ils arrivent à se rapprocher et à être au contact de l'épouvantail. Et donc, l'épouvantail va perdre son côté anxiogène qui ferait partir les oiseaux. Donc, là, en fait, on va faire la même chose pour les personnes en situation de handicap. Donc, en fait, on va vraiment utiliser les outils du soin. Donc là, ce qu'on voyait sur la vidéo précédente, c'est que initialement, c'était des jouets qui étaient utilisés dans la première approche, mais l'idée, c'est que au moment du soin, enfin, au moment des étapes de l'habituation au soin, ça soit vraiment les vrais outils du soin qui soient utilisés, particulièrement chez les personnes porteuses de troubles du spectre de l'autisme, parce que souvent, il y a un défaut de généralisation, ce qui fait qu'ils vont pas forcément comprendre que ce qu'on va utiliser comme jouet, ça va être la même chose que l'outil qu'on va utiliser lors du soin. Donc, pour éviter qu'il y ait ce défaut de compréhension, on va vraiment utiliser les outils de soin. Et c'est l'intérêt, en fait, soit d'utiliser les outils de soin que vous avez en tant que professionnel, soit si vous ne les avez pas, de mallettes comme la mallette CAPAS, qui est donc le kit d'accès et de préparation aux soins somatiques, qui en fait va regrouper ces outils de soins et va permettre d'utiliser des vrais outils de soins. Également, on va tenir compte des particularités sensorielles, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça, c'est particulièrement important chez les personnes porteuses de troubles du spectre de l'autisme, mais également chez les personnes avec un trouble du développement intellectuel, parce que finalement, dans leur approche, dans leur fonctionnement, tout ce qui est sensoriel va avoir une importance prédominante. Et donc, si on ne tient pas en compte ces informations sensorielles, pour nous quelque chose qui pourrait paraître anodin, comme par exemple l'odeur d'alcool sur une compresse ou le fait que ça soit froid au toucher, ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait rédhibitoire pour une personne qui n'y était pas préparée, qui n'avait pas anticipé. Et puis enfin, pour l'habituation aux soins, il est absolument primordial d'utiliser des renforçateurs. Un renforçateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on va utiliser pour motiver la personne à faire quelque chose de nouveau. Parce que finalement, on va demander à une personne qui ne comprend pas le soin, de s'exposer au soin, quelque chose qui peut être anxiogène pour elle, quelque chose qui va la mettre en difficulté, qui va lui demander un effort. Et donc, il va falloir la motiver justement pour faire cet effort et à la fois la récompenser de l'effort qu'elle aura bien voulu faire, sachant que elle n'a pas forcément compris
la finalité en fait de ce soin. Donc elle ne sait pas que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour elle à long terme, enfin, ou à moyen terme. Et donc il va falloir la motiver pour pouvoir faire tous ces efforts. Donc il y a plusieurs types de renforçateurs qui existent. Euh, En fait, un renforçateur, il est bon à partir du moment où il est efficace pour la personne, c'est-à-dire que ça va la motiver à faire quelque chose. C'est pas à nous de hiérarchiser les renforçateurs, c'est vraiment en fonction de l'effet que ça produit sur la personne. Et donc, dans ces différents types de renforçateurs, il y a des renforçateurs qui vont être dits primaires, c'est des renforçateurs qui vont être tout ce qui va être consommable, donc que ce soit des boissons ou des choses alimentaires. Évidemment, quand c'est consommable et que c'est un renforçateur, bah souvent c'est des choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé, entre guillemets. Euh, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment le côté renforçateur. De la même façon, si nous, enfin voilà, quand on a passé une mauvaise journée, le soir pour se faire plaisir, on se dit pas super, je vais me faire des brocolis à la vapeur. En général, c'est pas vraiment ça qui nous remonte le moral, hein. Donc voilà, pour les renforçateurs, c'est la même chose. C'est pas forcément quelque chose qui va être utile tout le temps. C'est utile uniquement sur les périodes où en fait euh, on va motiver la personne, qu'on va la renforcer de ses efforts. Donc voilà, les renforçateurs primaires. Après, il y a les renforçateurs secondaires qui sont plutôt de l'ordre des activités, donc tout ce qui va être des choses plaisantes, des activités plaisantes pour la personne. Donc ça peut être écouter une certaine musique, regarder une vidéo, faire un jeu vidéo, lire un livre, enfin voilà, quelque chose qui vraiment est fort pour la personne. Et puis enfin, il y a les renforçateurs tertiaires qui sont plutôt des renforçateurs sociaux, donc ils vont être plutôt du niveau de l'interaction, donc soit un temps privilégié avec une personne en privilégié, un temps individuel, ou alors ça peut être un renforçateur sur la verbalisation, de dire à la personne ah, bravo, tu as réussi, tu es fort, c'est très bien. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut bien fonctionner pour certaines personnes. On va détailler un petit peu la mallette CAPAS. Donc la mallette CAPAS, c'est le kit d'accès de préparation aux soins somatiques. C'est une mallette qui a été développée par l'association AGUI 47, donc dans le Lot-et-Garonne, en partenariat avec le CRA Aquitaine. Et donc cette mallette, donc comme vous voyez, hein, c'est la petite sacoche rouge que vous voyez à l'écran. Donc, elle contient à la fois un guide méthodologique, donc un livret qui présente voilà, le contenu du kit, qui contient un livret explicatif pour expliquer comment réaliser une habituation aux soins, qui donne aussi des conseils, et puis qui contient les fiches pratiques détaillées pour chacun des soins. Donc là, vous voyez les grandes catégories de soins qui sont détaillées dans la mallette. Donc, il y a voilà, les petits soins comme les soins pour les pansements, les brûlures, etc. Et puis les autres soins, médecins généralistes, dentistes, etc. Dans la mallette, vous avez également donc le matériel médical, donc les principales choses qui peuvent servir pour des consultations. Donc, il y a un stéthoscope, un tensiomètre, un thermomètre, un miroir dentaire, des consommables du type des gants, des charlottes, etc. Donc, tout ce qui va être nécessaire pour le soin. Et puis, il y a aussi une banque de données, donc à la fois des images, des photos et des dessins qui vont permettre en fait de détailler les différentes étapes de l'habituation aux soins, qui vont vous permettre de faire les séquençages, les visuels, qui vont accompagner le soin. Donc, ils sont à la fois en version papier et en version numérique parce qu'il y a une clé USB. Et donc, sur la clé USB, il y a à la fois donc la banque de données, il y a à la fois les fiches de différents soins, et puis il y a également une banque de données auditive pour les soins qui auraient des sons associés, comme par exemple le scanner ou des choses comme ça, des IRM qui ont voilà, des sons particuliers pour que la personne puisse s'habituer à ces sons également. Donc, au niveau de la méthodologie, pour les différentes séquences de l'habituation aux soins, donc le prérequis, en fait, c'est d'identifier les attentes de la personne ou ses besoins. Donc, si déjà la personne a déjà vécu ce soin, est-ce que ça s'était bien passé? Est-ce que ça s'était mal passé? Si ça s'est
s'est mal passé, pourquoi, voilà, est-ce que la personne s'est enfuie, il n'y a pas eu de soin du tout, est-ce qu'il y a eu un soin sous contention, voilà, ça c'est très important parce que c'est ça qui va aussi nous permettre de savoir si l'habituation aux soins, voilà, elle va être plutôt rapide ou ça risque d'être un petit peu plus long. Ça peut se faire aussi en fonction des soins qui sont prévus. On peut faire de l'habituation en se disant, bon, ben voilà, cette personne, elle n'arrive pas à se brosser les dents. Donc, a priori, la consultation chez le dentiste, ça va être compliqué. Donc, on le travaille à l'avance. Mais ça peut être aussi parce que on sait que dans 3 mois, il y a rendez-vous chez le dentiste et que jusqu'à présent, elle n'arrive pas à ouvrir la bouche à la demande et qu'il va falloir essayer de faire en sorte qu'elle puisse ouvrir la bouche chez le dentiste. Et puis, ça va se faire également en fonction de la disponibilité des professionnels ou des proches qui vont pouvoir travailler l'habituation aux soins, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire de façon régulière, de façon répétée. Bah voilà, si on a un professionnel qui peut travailler l'habituation aux soins une fois par mois ou tous les jours, bah c'est différent et les progrès ne seront pas les mêmes non plus. Donc, une fois qu'on a identifié les attentes, les besoins et les disponibilités de chacun, en fait, on va décomposer le soin étape par étape de façon la plus détaillée possible pour voir après ce qui va poser le plus de difficultés à la personne. Donc là, vous avez un petit exemple sur le côté. Donc, par exemple, c'est pour un pansement. Donc là, et pour le coup, il y a 4 étapes, mais pour certains soins, ça peut être très très long, il peut y avoir beaucoup d'étapes. Et puis, après, avec la personne, on va essayer les différentes étapes. Donc, on va voir un petit peu comment la personne réagit aux différentes étapes pour voir quelles sont les étapes qui posent problème, s'il y en a, et essayer d'identifier là où il y a le plus de difficultés. À chaque étape, bon là c'est un petit peu plus détaillé, mais pour d'autres soins, il peut y avoir des matériels différents selon les étapes. Donc, on va proposer une manipulation du matériel à la personne. Hein, je le rappelle, l'habituation aux soins, c'est pour les personnes qui ont les plus petits niveaux de compréhension. Donc, souvent, la compréhension des objets ne passe que par la manipulation de l'objet lui-même et de se rendre compte que c'est un objet, voilà, qui ne peut pas faire mal, qui peut être lourd, qui peut être froid, qui peut être voilà. Souvent, on passe aussi par une étape où on va faire la démonstration sur une autre personne de comment on utilise l'appareil, comment on utilise le matériel pour chaque étape et que la personne puisse se rendre compte de ce que ça fait sur quelqu'un d'autre. Et puis après, on va essayer de faire justement l'étape sur la personne ou de lui montrer les différentes étapes sur elle. Et l'idée, ça va être en fait de répéter ces étapes jusqu'à ce que la personne puisse accepter, puisse tolérer ces étapes sans contention, sans douleur, sans mouvement de retrait, qu'elle puisse accepter ces différentes étapes. Donc, tout l'intérêt de l'habituation au soin, c'est vraiment qu'on ait une tolérance du soin. Donc, ça implique qu'on ne va pas forcer, on ne va pas contenir la personne. Il faut qu'elle soit volontaire pour passer les différentes étapes de l'habituation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser un renforçateur à chaque fois qu'on voit que cette étape, ça coûte à la personne. On voit que c'est un effort, que c'est compliqué pour elle. Et donc, voilà, on va essayer de la motiver à passer l'étape en utilisant le renforçateur à chaque fois qu'elle a fait un pas en avant pour cette étape. Et puis, une fois que les différentes étapes sont bien acceptées, on va essayer de les enchaîner les unes après les autres. Et puis, on va passer à une phase de généralisation des apprentissages. Donc ça, c'est surtout important pour les personnes avec troubles du spectre de l'autisme, qui vont pas forcément, pour qui ça va pas forcément de soi que ce qu'on va travailler avec, je sais pas, l'infirmière au sein de la structure médico-sociale, mais en fait, ça va être la même chose qu'on va demander avec le professionnel de santé dans son cabinet, avec peut-être un matériel qui sera un petit peu différent. Donc, c'est l'intérêt de la généralisation, c'est d'essayer de faire les mêmes étapes, mais avec des personnes différentes, dans des lieux différents, avec du matériel qui peut un peu différer par la forme, la couleur, etc., pour que, en fait, les différentes étapes puissent être possibles partout, dans toutes les circonstances. Donc là, on va vous proposer une vidéo pour vous montrer un petit peu une habituation aux soins qui a pu avoir lieu. Donc là, c'était le cas d'un enfant, donc un enfant qui était porteur d'un trouble du spectre de l'autisme non verbal, qui avait un fonctionnement très sensoriel, qui était beaucoup dans la déambulation et dans le fait de passer d'activités
de stimulation sensorielle de l'une à l'autre sans s'asseoir initialement, qui avait un temps d'attention très court. Et donc, cette habituation aux soins a été faite à la demande de sa pédopsychiatre qui avait besoin de réaliser un électrocardiogramme et un prélèvement sanguin en vue de commencer un traitement pour ce garçon. Et donc elle avait besoin de ces éléments avant. Et donc l'habituation aux soins, donc là vous allez voir les séances qui ont été faites, c'était sur la fin, sur la fin de l'habituation aux soins. Donc initialement, on avait commencé avec mon collègue à faire ces séances sur le lieu de prise en charge avec l'éducatrice spécialisée qui le prenait en charge. Donc on avait fait l'étape de démonstration du matériel. Après, on avait enchaîné, on lui avait montré les différentes étapes, on avait enchaîné ces différentes étapes. Puis, dans un deuxième temps, c'est l'éducatrice qui avait repris, une fois qu'on avait bien, que ça fonctionnait bien avec le garçon, qui avait repris elle-même ces étapes pour que ça soit fait de façon plus régulière que ce que nous, on pouvait proposer parce qu'on ne pouvait pas se déplacer tout le temps chez l'éducatrice. Et puis, après, dans un troisième temps, la maman aussi du jeune garçon a aussi répété les étapes à domicile. Donc, ce qui fait que ça a multiplié les intervenants et que ça lui a rappelé plus facilement ce qu'on allait lui demander et ce qui a fait que l'habituation aux soins a pu être plus régulière. Donc là, vous allez voir la séance, voilà, sur la fin de l'habituation, quand il arrive à assez bien enchaîner les étapes et du coup dans un lieu différent du lieu où il avait travaillé principalement l'habituation aux soins. Mohamed, on y va? Super. Eh oui, c'est pas la salle de Oui, ça, d'habitude. tu connais pas? Actuellement, avec Mohamed, nous travaillons la réalisation d'un prélèvement sanguin qui n'a jamais pu être réalisé pour lui jusqu'à présent. Les difficultés pour Mohamed pour le prélèvement sanguin sont en lien avec le fait qu'il a toujours du mal à rester en place, qu'il a également du mal à garder une position demandée pendant un certain temps, donc là, dans son cas, d'étendre le bras pour pouvoir permettre le prélèvement sanguin, et également que la douleur chez lui génère des comportements à type de déambulation qui donc seront difficilement compatibles avec le prélèvement sanguin. C'est pour ça que pour l'habituation aux soins de Mohamed, nous travaillons également l'administration du gaz Méopa pour permettre qu'il se détende et qu'il soit moins gêné par la perception de la sensation douloureuse et que le prélèvement sanguin puisse se faire sans qu'il bouge le bras. Dans un premier temps, nous avons travaillé l'administration du gaz Méopa, ce qui permettait également de travailler pour Mohamed le fait de rester assis, car on ne peut pas administrer le gaz en se déplaçant. Et petit à petit, nous avons augmenté la durée pendant laquelle il tolérait d'avoir le masque et d'avoir le gaz, jusqu'à ce que l'effet soit visible sur lui. Dans un deuxième temps, nous avons travaillé les différentes étapes du prélèvement sanguin, à savoir de garder le bras étendu, de tolérer le garrot sur son bras, puis que le garrot soit serré, et enfin de tolérer la compresse humide avec l'odeur alcoolisée, qui était quelque chose qui gênait Mohamed initialement. Qu'ils initient après, pendant la semaine, je le travaille. Cependant, moi, je le vois que 2 fois par semaine. Et ce qui est important, c'est que je puisse transmettre à la maman ce qui a été observé et pour qu'elle, pendant tout le reste de la semaine, elle puisse le refaire auprès de Mohamed. Mohamed, il aime le contact tactile, mais pas n'importe lesquels. En tout cas, pour ce qui était du garrot, le fait d'être compressé, ça ne lui plaisait pas. Il a donc fallu faire ce travail d'habituation en lui mettant déjà, c'est ce qui a été fait, de lui montrer ce qu'était le garrot, de le poser, sans presser, et puis après, petit à petit, augmenter la pression. C'est par étapes qu'on a procédé, là ça a bien avancé. Mohamed, maintenant, il accepte le contact du masque sur le visage, il accepte aussi le gaz, ce qui n'était pas évident au départ. Il accepte d'être assis avec le bras tendu, et aussi, surtout, le contact sur le bras. Sa maman a beaucoup travaillé sur ce contact physique par le biais de chatouilles. Maintenant, il adore ça d'ailleurs.
Actuellement, on travaille sur l'association du masque et du bras tendu avec le garrot. En ce moment, les différentes étapes sont bien acceptées les unes indépendamment des autres et nous sommes en train de les associer entre elles dans le but que Mohamed puisse avoir son prélèvement sanguin prochainement. Donc, on fait juste une petite coupure au milieu de la vidéo, vous aurez la fin après. Donc là, c'est pas tout à fait les conditions de l'habituation aux soins telles qu'on l'avait faites, parce que voilà, il y avait des conditions du tournage qui étaient nécessaires pour qu'on se rende un petit peu compte de l'habituation aux soins. Donc c'est vrai que voilà, du coup, Mohamed est un peu moins disponible que les autres séances, déjà parce que ce qu'on ne voit pas, mais hors champ, il y avait du coup à la fois le caméraman, 2 caméras, un spot, la personne aussi qui prenait les différentes séquences. Enfin voilà, donc il y avait beaucoup plus de personnes. Donc du coup, on a été obligé de se mettre dans une salle qui était différente de celle habituelle, avec voilà un environnement différent. Mais malgré tout, on voit quand même que il accepte, il connaît en fait les différentes étapes, et quand il voit le matériel, en fait, il se pose pas de questions, il voit déjà tout de suite ce qu'on attend de lui. Donc de la façon, quand il voit le masque, en fait, il tend un petit peu la tête pour qu'on puisse se mettre le masque dessus. Donc là, on voit bien qu'en fait, il a compris ce qu'on attendait de lui et il accepte volontairement de passer les différentes étapes. De la même façon, là, comme c'était les conditions du tournage, on a eu tendance à faire un petit peu plus de commentaires gros quand on dit, par exemple, ah oui, c'est pas la salle de d'habitude, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas habituellement dans l'habituation aux soins. D'une part, parce que pour Mohamed, on n'avait pas trop d'informations sur son niveau de compréhension, et a priori, la compréhension verbale, c'était pas trop ce qui l'aidait. Et donc, habituellement, pendant les séances d'habituation, on va plutôt utiliser le matériel, et on va utiliser du pointage, éventuellement des pictogrammes, même si lui, il connaissait pas encore trop les pictogrammes, donc on s'est pas trop appuyé dessus. Mais voilà, essentiellement avec Mohamed, c'était surtout du pointage. On n'a pas besoin de beaucoup parler, parce qu'en général, encore une fois, l'habituation, c'est pour les personnes qui ont des petits niveaux de compréhension, et en général, les informations verbales chez quelqu'un qui est déjà dans une situation de stress, ça va apporter que de la confusion en plus, et ça ne va pas aider. Donc, on n'a pas forcément besoin de beaucoup parler, juste de montrer le matériel et de l'utiliser de la bonne façon, avec l'utilisation du renforçateur derrière. Voilà, je vous laisse découvrir la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on voit que Mohamed a déjà bénéficié de précédentes séances d'habituation, car il se dirige spontanément vers le fauteuil de prélèvement où il s'assoit. On voit également qu'il est prêt à recevoir le gazmé au pas, car il tend la tête quand il voit le masque. Et de la même façon, il est aussi prêt pour le garrot, car il tend spontanément son bras dès qu'il voit le garrot. En tout cas, l'évolution est constante. Ce qu'il a appris, il ne l'oublie pas la fois d'après. En tout cas, il continue à progresser sur la durée, sur l'intensité du contact et sur la multiplicité des actes. Comme Mohamed n'a pour le moment pas de notion de durée et de temps, nous lui faisons comprendre qu'il doit encore conserver le masque en lui chantant une comptine qu'il connaît bien, 1, 2, 3, nous irons au bois. Le but étant qu'il puisse garder le masque pendant, si possible, 2 voire 3 comptines en entier. 7, 8, 9 dans un pavillon, 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Bravo Mohamed. Super Mohamed. Le travail d'habituation ne va pas forcément se faire sur une seule fois, et on peut enchaîner plusieurs tentatives, plusieurs fois la même étape, mais parfois la personne avec TSA a besoin de pause et a besoin de relâcher son attention. Et dans ce cas, on peut proposer de faire des pauses. Et dans le cas de Mohamed, ce sont des pauses qui sont plutôt sensorielles, où il a besoin d'aller déambuler et de faire ce qui lui plaît sur le plan sensoriel, qui est à la fois un renforçateur. Par exemple, pour aujourd'hui, c'était le fait de voir tomber des objets, de faire bouger des objets devant ses yeux, ou d'être en contact social avec l'infirmier qu'il apprécie beaucoup et qui est pour lui un fort renforçateur. Le problème avec Mohamed, c'est que c'est pas toujours les mêmes renforçateurs au même moment.
Donc il faut s'adapter sans cesse à voilà, son intérêt du moment. Il aime bien, au début, je crois qu'il aimait bien les choses lumineuses. Il aimait aussi beaucoup les taper avec un bâton. Donc c'était surtout sur ça. Actuellement, il aime plus les choses qui tombent. Donc voilà, ça dépend de ce qu'il aime à ce moment-là. Un des éléments primordiaux dans l'habituation aux soins est qu'il ne faut jamais forcer la personne TSA à franchir une étape si elle ne le veut pas. Il vaut mieux interrompre et recommencer une fois suivante avec l'utilisation du renforçateur, mais surtout ne jamais forcer une étape qui n'est pas tolérée par la personne. La durée de la séance d'habituation dépend encore une fois de chaque personne et de son seuil de tolérance. Dans le cas de Mohamed, les indicateurs sont sa tolérance qui diminue pour les différentes étapes, et quand on voit qu'il repousse plus rapidement le masque ou le garrot, c'est qu'il faut qu'on interrompe la séance. Lors de la séance d'aujourd'hui, on peut voir que Mohamed n'a pas perdu les acquis des précédentes séances réalisées. Il tolère toujours les différentes étapes. Néanmoins, on observe qu'il est un peu perturbé par les conditions du tournage d'aujourd'hui, avec un lieu nouveau et des personnes nouvelles, du matériel nouveau, ce qui fait qu'il tolère les étapes moins longtemps que ce qui avait été travaillé précédemment. Compte tenu de cette évolution favorable, nous allons pouvoir prochainement prévoir le prélèvement sanguin pour Mohamed. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, donc dans le cas de Mohamed, on avait pu réaliser l'électrocardiogramme après, je crois, 3 ou 4 séances d'habituation aux soins pour l'électrocardiogramme. Ça avait été relativement vite. Dans le cas du prélèvement sanguin, ça avait été plus long parce qu'il y avait des étapes voilà, qui étaient plus difficiles pour lui. Comme on a dit tout à l'heure, le garrot, ça avait été très compliqué pour lui. Et puis le fait qu'il y ait le moment où l'aiguille passe le bras, donc où il y a la piqûre, on savait qu'il y aurait une réaction à la douleur, parce que donc sa maman nous avait dit que la douleur c'était compliqué pour lui. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé plus longtemps et qu'on a travaillé aussi en association donc avec le gaz Méopa, pour permettre de passer plus facilement cette étape. Et donc il a pu avoir son prélèvement sanguin. Alors du coup c'était en externe, nous on n'était pas présents pour le prélèvement sanguin, mais il a pu avoir son prélèvement sanguin. Voilà, et donc on va pouvoir arriver sur, si je retrouve ma souris, les ressources. Donc comme on l'a indiqué précédemment, donc dans les ressources, donc tout ce qui va être banque d'images, et puis à la fois ce qui peut aussi être utile pour expliquer les soins, préparer les soins, ça va être donc le site de Santé BD, qui a déjà été présenté précédemment. Donc, vous avez aussi, pour la mallette Capaz, vous avez le site de l'Algérie si vous souhaitez commander la mallette ou avoir plus d'informations sur la mallette. Il existe également donc la mallette PASSO du SODEV, donc qui est le programme autisme et santé orale pour plutôt l'accès aux soins dentaires. Donc c'est une mallette qui est plutôt à destination des enfants, qui va détailler par exemple le brossage des dents, qui va donner des petits visuels pour justement noter quand on a fait le brossage des dents, et puis il y a également des visuels pour comprendre et pour préparer la consultation dentaire. Et puis vous avez aussi sur ce qui existe en termes d'application, il y a donc l'application Vico Hospital, qui à la base est une application italienne, mais qui est traduite également en français, qui permet, comme on voit en bas à droite, de détailler les différentes étapes du soin. Et donc ces différentes étapes du soin sont présentées à la fois sous forme de dessin, sous forme de photos et sous forme de vidéos, en fonction du niveau de compréhension de la personne, pour qu'elle puisse le mieux suivre les différentes étapes du soin. Et puis il y a un petit système d'économie de jetons avec des petites médailles à la fin, la petite coupe, si on arrive à passer les différentes étapes. Et puis plus spécifiquement donc sur l'habituation aux soins, donc il y a la fiche HandiConnect dont on a parlé en début de présentation, qui peut détailler un petit peu comment faire l'habituation aux soins. Et puis également, il y a aussi une fiche qui a été faite par le CRA Aquitaine sur l'habituation aux soins également. Et puis la vidéo du docteur
docteur Ernoux, qui a également été présenté en début de présentation. Voilà, je vous remercie et je laisse la C'est parole nous, à Baz. c'est nous, docteur Masson, qui vous remercions. Merci pour cette démonstration très, très concrète et pédagogique. Merci pour votre dévouement, parce que je tiens à préciser quand même que les séances d'habituation aux soins, ça reste des rares initiatives dans notre pays et que, comme disait une des participantes à l'écrit, c'est peu connu. Moi, je peux témoigner que beaucoup de médecins, de professionnels de santé ne connaissaient même pas le terme habituation aux soins. Quand on en parle, il y a quelques années ou quand on en parle aujourd'hui, c'est encore quelque chose de méconnu et de pourtant si essentiel. Je passe maintenant la parole à Madame Pinard-Legris. Je remercie pour sa patience. Madame Pinard-Legris est infirmière à l'Institut Jérôme Lejeune. Elle va nous faire un court témoignage pour nous dire concrètement comment ça se passe de son côté et poser une question au docteur Masson. Je vous donne la parole. Merci. Donc, je suis Aude Pinard-Legris, je suis infirmière à l'Institut Jérôme Lejeune depuis bientôt 3 ans. L'Institut Jérôme Lejeune, c'est un centre de compétences qui reçoit en consultation des patients porteurs de déficience intellectuelle d'origine génétique. 80% de nos patients sont porteurs de trisomie 21 et on a également des syndromes génétiques plus rares, mais qui ont tous présentent une déficience intellectuelle. L'Institut reçoit les patients tout au long de leur vie. On a une consultation pédiatrique, on a une consultation d'adultes et de gériatrie. Et on a également une équipe paramédicale qui reçoit pour des consultations de bilan. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, on a reçu un peu plus de 2800 patients en consultation médicale. Ces consultations médicales sont longues, elles durent 1 heure, 1 heure et demie si besoin. Et à la fin de cette consultation, le médecin nous prescrit en général une prise de sang qu'on peut faire sur place. Et c'est là où nous intervenons. Dans nos recueils de données, on a relevé que 60% de nos patients présentaient une appréhension aux soins et que 7% d'entre eux étaient en refus complet de soins. Voilà, c'est des patients qu'on peut même pas approcher. Donc, nous avons développé un maximum de techniques pour amener le patient aux soins. Bien sûr, on utilise de l'EMLA, du méopa, de la distraction. On a développé un maximum ces techniques pour les amener aux soins, mais on a quand même des patients pour lesquels l'appréhension est tellement forte qu'on n'a aucune action sur eux. Et donc, on en est convaincu, la seule solution, c'est de faire un protocole d'habituation aux soins. Nous, on s'implique dans cette habituation aux soins de 2 façons. On peut pas la faire, on peut pas mettre en place un protocole d'habituation aux soins à l'Institut, puisqu'on reçoit nos patients 1 fois par an. Ils viennent de toute la France, donc ça serait pas du tout adapté de le mettre en place. En revanche, lorsque le patient arrive, on sait qu'il est chez nous pour 1 heure, 1 heure et demie, voire un peu plus. Donc, on va aller le voir dès son arrivée à l'Institut et on va lui faire une habituation, en fait, surtout sur les objets et sur les lieux. On va l'emmener visiter les lieux, on va lui présenter un masque méopa, on met un arôme naturel de pâtisserie à l'intérieur du masque pour qu'il soit plus accepté par le patient. Et on va lui laisser ces objets pendant tout le temps de la consultation qui va durer 1 heure, où c'est souvent les parents qui parlent plus que le patient, pour qu'il s'habitue à ces objets. Et puis, pour des patients pour lesquels le soin n'a pas pu avoir lieu, on va essayer d'initier un protocole d'habituation aux soins sur leur lieu de vie, dans leur structure. Alors, l'année dernière, on le faisait surtout après le soin refusé ou quand il y avait eu de la contention à la fin du soin ou que le soin s'était mal passé, on contactait les structures pour leur proposer de mettre en place un protocole d'habituation aux soins. On s'est rendu compte que c'était pas efficace parce qu'on avait une perte de contact et quand on voyait les patients 1 an après, en fait, on n'avait pas eu de vrai suivi. Donc, dorénavant, on le fait en amont de la prise de sang, 15 jours, 3 semaines avant la consultation médicale. On va contacter ces structures pour leur faire part de nos antécédents en fait de soins avec le patient, si ça s'était mal passé sur le masque méopa, si ça s'était mal passé sur le côté tactile, sur le garrot, et on va leur demander de mettre en place un protocole d'habituation aux soins. On les redirige en général vers le site HandiConnect pour les aider à mettre
en place tout le détail de l'habituation aux soins. Et on va voilà, essayer d'avoir des nouvelles régulièrement jusqu'à l'arrivée du patient à l'Institut. Euh, on- voilà. Alors nous, on a deux gros problèmes qu'on rencontre régulièrement. C'est des patients qui sont hors structure, des enfants qui vont à l'école et qui sont en famille, qui n'ont pas de structure pour être pris en charge par l'habituation aux soins. Et puis on a aussi des structures, des foyers ou des IME qui n'ont plus ou pas d'infirmières. Et c'est toujours difficile de mettre en place à ce moment-là un protocole d'habituation aux soins. Aussi, ma question pour le docteur Masson, c'est de savoir est-ce qu'on peut s'appuyer, même en initiant un protocole d'habituation aux soins, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des éducateurs ou est-ce qu'on peut s'appuyer entièrement sur des familles? J'ai l'exemple d'une maman qui avait remarqué que son fils ne supportait pas la crème Emla et en amont du rendez-vous, elle avait mis de la crème Nivea au pli du cou de son enfant pendant une semaine, de plus en plus longtemps. Ce qui fait que quand elle est arrivée et qu'elle nous a expliqué ça, on a pu nous mettre la crème Emla sans difficulté. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer complètement sur les parents et sur les éducateurs pour mettre en place ces protocoles d'habituation aux soins, ou s'il faut rester vraiment dans la sphère du soin? Alors, dans l'idéal, il vaudrait mieux que l'habituation aux soins, ça soit porté par un binôme, à la fois par un professionnel de santé, donc que ça soit un médecin, une infirmière, qui connaît bien le soin qui va avoir lieu et surtout qui va bien connaître les étapes du soin. Déjà pour faire les étapes dans le bon ordre et puis pour les faire correctement, parce que on a déjà eu le cas quand il n'y avait pas d'infirmière dans la boucle où on a mis en place un garrot et on nous a alerté en disant bon bah c'est bon, on a bien fait l'habituation aux soins, il tolère le garrot une demi-heure, est-ce que vous pouvez venir faire le soin? Bon, le problème c'est qu'une demi-heure c'est un petit peu long, hein, donc il y a quand même des risques pour certaines étapes qu'il faut faire correctement. Donc dans l'idéal, ça serait bien qu'il y ait un professionnel de santé qui connaisse bien le soin. Et à la fois, c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un, un professionnel qui ait plutôt l'approche cognitivo-comportementale, qui sache un petit peu comment euh, faire la méthodologie, à quel moment utiliser le renforçateur, etc. Mais ça, encore une fois, c'est dans l'idéal. Si on peut avoir une structure médico-sociale qui va porter ça, c'est mieux, parce que on a des professionnels qui sont là, qui ont alors, le temps, entre guillemets. En tout cas, ils ont plus le temps que des professionnels qui sont libéraux et qui n'ont pas de rémunération pour faire l'habituation aux soins. Après, tout peut se voir. Si on n'a pas de structure qui peut porter l'habituation aux soins, ça peut être par des éducateurs en libéral, ça peut être par les parents. Enfin voilà. Après, on peut voilà essayer de faire comme on peut. Ça sera toujours mieux que d'arriver le jour J sans aucune préparation et sans aucune compréhension de la personne de ce qui va lui arriver. Après, voilà, il faut quand même avoir quelques garde-fous en disant qu'il faut bien connaître le soin et que, en aucun cas, dans l'habituation aux soins, on ne fait d'étapes intrusives ou douloureuses. C'est-à-dire que si on travaille une prise de sang, on ne va pas faire la piqûre, on ne va pas répéter la piqûre. Si on travaille un examen gynécologique, on ne va pas introduire le spéculum. Enfin, voilà, c'est des choses, on va montrer le matériel, on va montrer ce qui va être demandé, mais on ne fait pas les étapes intrusives. Merci. Merci, c'était très clair. Merci pour cette réponse, docteur Masson. Est-ce que Madame Pinard-Legris, vous avez autre chose à rajouter ou c'est bon de votre côté? Merci, c'est très bien. Très bien. Écoutez, nous allons bientôt ouvrir la session des questions-réponses. Je dois avouer que nous avons eu beaucoup de questions. Nous ne pourrons pas toutes les prendre, mais je tiens à préciser que nous allons y répondre, que le docteur Masson va y répondre par écrit et que dans quelques jours maximum, je vous enverrai le document avec toutes ces réponses par écrit. Donc, quand même, nous allons en prendre quelques-unes. Docteur Masson, nous avons reçu une question sur le besoin de travailler la généralisation, en fait, que vous avez évoqué pendant votre présentation. Puisqu'il y a ce besoin de travailler la généralisation, dans quel cas y a-t-il besoin de passer par la phase des jouets? C'est une question très concrète. Alors, la phase des jouets, c'est pas une phase indispensable. Voilà, ça dépend du type de handicap de la personne. Pour des
personnes qui ont un trouble du développement intellectuel isolé ou génétique, ça peut être utile. Moi, je travaille plutôt en contact avec des profils de personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme et on passe pas du tout par cette étape de jouer qui peut être plutôt quelque chose qui va apporter de la confusion pour la personne. Donc voilà, après ça dépend des habitudes des équipes et des profils des personnes qui vont faire l'habituation aux soins. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est indispensable. Nous, on travaille directement avec le matériel de soins. Alors voilà, il faut pas avoir peur que le matériel puisse être manipulé et qui puisse être enduit de salive, qui puisse aller se balader dans des endroits un peu inhabituels. Mais en tout cas, on utilise du vrai matériel de soins dès le début. Très bien, merci pour cette précision. C'est important de préciser qu'on peut utiliser directement ce matériel professionnel dès le départ. Nous avons une autre question qui, qui demande en fait quelle stratégie on peut mettre en place pour qu'une personne atteinte du trouble autistique puisse rentrer dans un cabinet de consultation quand elle a du mal à y accéder. Donc c'est assez large, mais si vous avez des petits conseils aussi à ce niveau-là. Après, le fait de rentrer dans le cabinet de consultation, c'est véritablement une des étapes de l'habituation aux soins. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle puisse être en capacité de se déplacer dans le lieu de soins, qu'elle puisse s'asseoir à la demande, qu'elle puisse s'allonger à la demande. Ça fait partie des étapes du soin. Donc, c'est aussi une étape qu'on va travailler dans l'habituation aux soins. Alors après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est une difficulté à rentrer dans tous les cabinets ou dans spécifiquement ce cabinet. Si c'est dans tous les cabinets, ben, c'est peut-être parce que il y a une odeur un petit peu particulière dans les unités de soins et donc ça va être quelque chose à travailler sur le plan sensoriel. On va faire l'habituation à cette odeur un peu particulière. Si c'est dans ce cabinet de façon spécifique, ben, peut-être que par le passé, il y a eu des soins qui se sont mal passés dans ce cabinet. Il y a une association négative avec ce cabinet. La personne n'a pas forcément envie de se confronter à cette situation qui va pas forcément, voilà, qui lui rappelle des mauvais souvenirs. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut se travailler. Et si vraiment c'est trop bloquant, bah, et que c'est que ce cabinet, on peut se dire bah, peut-être qu'on va trouver un cabinet pas très loin et ça pourrait résoudre le problème de façon plus rapide et plus facile. Merci beaucoup. Une dernière question, sachant que les autres seront donc répondus par écrit. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur l'obtention du MEOPA hors milieu hospitalier. Est-ce que vous avez une réponse à ce niveau-là, docteur Masson? Alors, pour le MEOPA, bah, c'est vrai que c'est plus facile au niveau hospitalier parce que ça fait partie des gaz médicaux. Donc, il y a des prestataires qui fournissent les gaz médicaux. Donc, en niveau hospitalier, bah, c'est assez facile parce qu'ils se fournissent d'autres gaz, donc la filière est déjà existante. Après, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de cabinets de chirurgiens dentistes qui sont équipés de MEOPA et qu'en plus, maintenant, pour les chirurgiens dentistes, il y a une tarification pour le MEOPA, donc ça peut être pris en charge dans le cadre du handicap. Donc voilà, renseignez-vous auprès des cabinets dentaires. Voilà, il y en a qui sont équipés de MEOPA. Dans les consultations de ville, en revanche, jusqu'à présent, ça n'existe pas à ma connaissance, mais je pense que c'est un défaut d'approvisionnement. Voilà, les professionnels de santé ne connaissent pas forcément le MEOPA ou n'en ont pas l'utilité suffisamment pour faire appel à un prestataire en gaz médicaux. Et de toute façon, pour les professionnels de santé libéraux, pour l'instant, il n'y a pas de tarification particulière, donc ça serait à leur charge. Donc pour l'instant, ça n'existe pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hospitalier, c'est présent, et notamment c'est présent dans tous les services d'urgence. Tous les services d'urgence ont du MEOPA, qui est normalement un gaz qu'on utilise assez facilement pour plutôt la traumatologie, hein, tout ce qui est suture, tout ce qui est réduction de fractures, etc. Mais par contre, les professionnels qui travaillent aux urgences ne pensent pas toujours à le proposer en dehors de ces cas de traumatologie. Et donc, il ne faut pas hésiter à suggérer ou à demander si c'est possible d'avoir recours au MEOPA pour une personne en situation de handicap, si on sait que ça peut bien fonctionner, que ça peut permettre d'avoir un examen. Voilà, ne serait-ce que si c'est pour avoir un examen abdominal ou une prise de sang, ou voilà, les professionnels vont pas forcément penser à vous le proposer parce que ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir non plus des personnes en situation de handicap.
Merci beaucoup, c'est très clair. On va devoir conclure ce webinaire. Je vous remercie infiniment, docteur Masson. Merci, Madame Pinard-Legris, aussi pour votre participation. Merci à tous nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas vous proposer des outils gratuits et ces webinaires, évidemment. Merci aussi à l'UGCAM Bourgogne-Franche-Comté et le CHU de Dijon qui nous avaient proposé une vidéo sur le centre SIM-Soins que nous n'avons pas pu passer aujourd'hui, mais que je vous mettrai dans le document ressources avec l'envoi du replay. Et pour finir, je vous donne rendez-vous le 19 septembre prochain pour notre prochain webinaire et je vous invite à suivre nos actualités sur notre site internet et à travers nos newsletters. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt.